Dans cette vidéo, on va voir la technique du changement de variable dans une intégrale. Ça, pour le coup, c'est une vraie nouveauté, donc accrochez-vous. Commençons par lire le théorème. I et J sont donc deux intervalles. Phi est une fonction de classe C1 de J dans I, F est une fonction continue sur I, et A et B sont des éléments de J. Dans cette situation, on a, attention, l'intégrale entre A et B de f de phi de t fois phi' de t dt est égale à l'intégrale entre phi de A et phi de B, pourquoi pas, de f de s ds. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, il faut commencer par faire un petit schéma pour comprendre la situation. Comme on l'a dit, f est une fonction de i dans R, elle est supposée continue, et phi est une fonction de j dans i, elle est supposée de classe C1. Ensuite, les éléments a et b, ils sont dans j, de sorte que phi de a et phi de b qu'on vient de rencontrer précédemment, ils sont ici dans i. Ok. Ça nous fait comprendre que déjà, les deux intégrales qu'on a écrites, elles sont bien définies. Celle de droite, elle est bien définie parce que vous voyez que phi de a et phi de b, ils vivent dans i et f est bien une fonction continue dans i, donc pas de problème. Et maintenant, celle de gauche, elle est également bien définie, mais pour une autre raison. Là, vous voyez que la variable t, elle est entre a et b, donc cette fois-ci, on est dans j, mais elle est toujours prise par des phi de t et phi' de t. Donc là, pas de problème. Et ensuite, on fait f de phi de t, et f est bien défini dans i, alors que phi de t est à valeur dans i. Donc c'est bien défini, et d'autre part, ce produit il est aussi continu, puisque la fonction phi est supposée de classe C1, donc phi' est continu, il s'agit donc d'une composée et d'un produit de fonctions continues. Ok, ça nous permet de voir que les deux intégrales sont bien définies. Maintenant, démontrons ce théorème, et vous allez voir que même si c'est un théorème un peu délicat, sa démonstration, elle, n'est absolument pas compliquée. Les deux intégrales qui sont ici, on va toutes les deux les exprimer à l'aide de la formule du crochet, et ça va donner exactement la même chose. Pour faire ça, ce qui est pratique, c'est de poser grand F une primitive de petit f, on sait qu'il en existe une, et ensuite on va les prendre une par une. Celle de droite, commençons par celle-ci. Puisque grand F est une primitive de petit f, ça par la formule du crochet, ça nous donne le crochet de grand F de S entre phi de A et phi de B, et ça c'est grand F de phi de B moins grand F de phi de A, et d'une. Maintenant, la deuxième, celle de gauche, c'est celle-ci. Et là, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. En fait, cette quantité, elle a été choisie spécifiquement pour être une dérivée. C'est la dérivée de grand F de phi de t. Puisque cette quantité-là, si vous la dérivez avec la formule de la composée, ça vous donne grand F' de phi de t fois phi' de t. Et grand F', c'est petit f, puisque grand F est une primitive de petit f. Donc, ça nous fait comprendre que c'est bien une primitive, de sorte que la formule du crochet, elle nous donne que ça. C'est le crochet entre A et B de grand F de phi de t. Et ça, en l'écrivant, ça nous donne grand F de phi de B moins grand F de phi de A. Maintenant, on compare les deux, et c'est bien la même quantité. La démonstration est terminée. De là, ce qui est important, c'est l'application pratique de ce théorème. Et en fait, les mathématiciens, en pratique, n'utilisent pas le théorème tel qu'il a été écrit, mais ils le voient vraiment comme un changement de variable entre la variable de gauche t et la variable de droite s. Et ce changement de variable peut être résumé par une seule relation qui est s est égal à phi de t. Regardez pourquoi. Dans le corps de l'intégrale à gauche, on a d'abord un phi de t ici, et ça c'est s. De sorte que ce cadre-là, c'est f de s, et c'est exactement la quantité qu'on a à droite. Donc là, pour passer de l'un à l'autre, c'est vraiment remplacer s par phi de t. Ensuite, ça marche aussi pour les bornes des intégrales. Il faut bien garder à l'esprit qu'à gauche, les bornes, elles concernent la variable t, alors qu'à droite, les bornes, elles concernent la variable s. Et là, c'est une correspondance de valeurs. Regardez, si jamais on fait un tableau des deux variables t à gauche et s à droite, qui vaut donc phi de t, eh bien, on voit bien que lorsque t vaut a, S vaut phi de A, et lorsque t vaut B, S vaut phi de B. Donc, vous voyez dans la formule que c'est une correspondance de valeurs, exactement comme on le fait quand on fait un changement d'indice sur les sommes. Enfin, il reste là ce qu'on appelle les termes différentiels, à gauche phi' de t dt, et à droite ds. En fait, ça aussi, on peut le voir comme une substitution en s'autorisant des notations à la physicienne. Je m'explique. Regardez, on repart de cette relation S est égal à phi de t et imaginez qu'un physicien veuille la dériver par rapport à t. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire ds sur dt est égal à phi' de t. Et là maintenant, si jamais on veut exprimer ds en fonction de dt, eh ben, on peut faire passer le dt de l'autre côté et ça nous donne ds est égal à phi' de t dt. Et ben, c'est exactement ce qu'on veut. Ça permet, regardez la formule, de passer de l'un à l'autre par une substitution en remplaçant ds par phi' de t dt. Donc, bilan, quand on fait un changement de variable, on pose s égale phi de t et on fait trois transformations. Dans l'intégrande, on remplace mécaniquement s par phi de t. Ensuite, les bornes, on fait la correspondance de valeurs dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, au niveau du terme différentiel, on remplace phi' de t dt par ds. Cette façon de faire peut paraître un peu olé olé, mais on s'en fiche puisqu'elle donne précisément ce que dit le théorème.
À partir de maintenant, voyons des exemples. On va d'abord apprendre à passer de l'intégrale de gauche à l'intégrale de droite. Ça s'appelle un changement de variable à l'endroit. Voici un exemple d'intégrale. Regardez-le dans les yeux. Ici, un changement de variable qui paraît relativement naturel, c'est de poser s est égal à sinus de t. En effet, si jamais vous posez que phi de t est égal à sinus de t, vous remarquez que là, dans l'intégrale, il y a des phi de t partout, et qu'à droite, par miracle, on a cos de t dt, qui est très exactement phi' de t dt. Donc on est exactement dans une situation où le changement de variable, on va pouvoir le faire. Voici comment on le rédige, c'est pas compliqué. On pose le changement de variable suivant, s est égal à sinus de t, et on précise le terme différentiel, ds est égal à cos de t dt. Alors si on est 100% rigoureux ici, il faudrait préciser que la fonction sinus est bien une fonction de classe C1 sur cet intervalle, mais cela dit, lorsque vous utilisez des fonctions usuelles pour lesquelles il n'y a absolument aucun problème, ce n'est pas la peine de le faire figurer sur votre copie, et donc vous pouvez directement passer au résultat. Donc i est égal à, alors l'intégrale de, d'abord on fait toutes les substitutions, on remplace phi de t par s, on a le ds à droite qui est exactement comme il faut, et puis il reste les bornes. Alors pour les bornes, au début, je vous conseille de faire votre petit tableau. Là, lorsque t vaut pi sur 6, son sinus vaut 1,5 et lorsque t vaut pi sur 2, son sinus vaut 1. Voilà, ça nous donne les bornes et on a notre intégrale i. Vous remarquez que premièrement, un changement de variable, ce n'est pas du tout long à rédiger et que d'autre part, c'est très utile puisque autant la première intégrale était très difficile à calculer, autant maintenant, après avoir fait le changement de variable, on obtient une intégrale qu'on peut parfaitement calculer. Allez, maintenant on va voir si vous avez compris. Voici 3 changements de variables à faire. Faites-les. Je ne vous demande pas de faire les calculs des intégrales, juste de faire les changements de variables. Mettez pause et on corrige après. Allons-y pour la correction. Voilà ce que vous devez avoir obtenu. Alors pour B, on a un tiers ici parce qu'avec ce qu'on avait posé, il nous fallait ds est égal à 3 dt. On n'avait pas le 3, donc si jamais on veut forcer l'apparition du 3, il faut compenser en multipliant par un tiers. Ou, autre point de vue, on peut aussi dire tout simplement que dt il est égal à 1 tiers de ds, pas de problème. Et puis pour C, il s'est passé en fait la même chose parce qu'il nous fallait que ds était égal à 2t dt. On n'avait pas le 2, donc on a dû compenser. Enfin, dernière remarque, même si ce n'était pas l'objet de l'exercice, vous remarquez quand même que pour A et C, on avait des intégrales très compliquées qu'on ne savait pas calculer et après avoir fait le changement de variable, c'est bon, on peut parfaitement les calculer. Vous l'avez sans doute compris, le problème du changement de variable à l'endroit, c'est que pour le faire, il nous faut absolument ce facteur-là, phi' de t devant le dt. Quand on avait posé s égale sinus de t, il nous fallait quelque chose en cos de t dt. S égale à log de t, il nous fallait du 1 sur t dt. S égale à t carré, il nous fallait absolument du t dt. Et ce facteur, si jamais on ne l'a pas, eh bien, on ne peut pas faire le changement de variable. Alors parfois, on peut un peu bricoler. Par exemple, regardez cette intégrale. Il y a du e de t ici et du e de t ici. Donc ça nous donne quand même très envie de poser s est égal à e de t. Seulement si on fait ça, le terme différentiel c'est ds est égal à exponentielle de t dt et on n'a pas ce exponentielle de t en facteur. Mais on peut forcer son apparition pour avoir le e de t dt et donc dans ce cas-là, il faut diviser par e de t pour compenser, ce qui permet de faire le changement de variable avec du coup ici un carré. Mais cela dit, moi je vous déconseille de faire ce genre de forçage parce que dans ces cas-là, le plus simple, c'est de faire un changement de variable à l'envers et ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va voir maintenant. Un changement de variable à l'envers, c'est le fait de passer de l'intégrale de droite à celle de gauche. Donc on part de celle de droite qui est en fait une forme d'intégrale tout à fait banale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pose s est égal à phi de t, mais cette fois-ci, phi de t, c'est un choix. On fait ce qu'on veut, on met s sous la forme qui nous arrange. De là, on écrit que ds est égal à phi' de t dt, et pour obtenir l'intégrale de gauche, eh bien, ce sont des substitutions. On remplace s par phi de t, et on remplace ds par phi' de t dt. C'est beaucoup plus simple en fait qu'un changement de variable à l'endroit, puisque cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a rien à faire apparaître, ce ne sont que des substitutions. La seule difficulté qu'on peut rencontrer, c'est pour les bornes. Alors là, vous voyez, dans cette formule, les bornes, elles sont déjà écrites sous la forme phi de a et phi de b. Mais ce qui se passe en pratique, c'est que des bornes, c'est des nombres qu'on ne choisit pas, qui sont comme ils sont, mettons grand A et grand B. Et justement, la difficulté, c'est d'arriver à les mettre sous la forme phi de a et phi de b. Donc pour obtenir des bornes convenables à gauche, il faut trouver un nombre petit a qui, quand on lui applique phi, donne grand A, et un nombre petit b qui, quand on lui applique phi, donne grand B. Prenons un exemple. On va regarder par exemple cette intégrale-là. Elle fait intervenir une fonction logarithme, bon ça on sait bien primitiver, mais vous voyez qu'il y a une difficulté de taille qui est la racine carrée ici. Ça nous empêche de déterminer une primitive directement. Là, une idée qu'on peut avoir, c'est de voir la variable s qui est à l'intérieur de la racine et de se dire ce serait tellement bien que ça soit un carré.
Si jamais s est égal à t carré, alors ça nous donne racine de t carré, qui, si t est positif, nous donne t. Et ça donnerait une énorme simplification de cette expression. Du coup, on va faire un changement de variable. On pose s est égal à t carré, on écrit que ds est égal à 2t dt, et donc, comme je vous le disais, on va écrire une substitution. On remplace s par t carré mécaniquement, et on remplace ds par 2t dt. Il reste la question des bornes. Vous voyez que cette fois-ci, si jamais on fait le tableau, les valeurs qu'on a, ce sont les valeurs sur s. On a une transformation qui nous permet de passer de t à s, s est égal à t carré. Donc vous voyez que cette fois-ci, il faut raisonner à l'envers. Il faut qu'on trouve des valeurs qui, quand on les met au carré, donnent 2 et 3. Bon, il suffit de prendre racine de 2 et racine de 3. Et voilà, ça nous donne les bornes convenables pour la nouvelle expression de grand I. On a fait le changement de variable, on profite de notre simplification ici. On a notre racine de t carré qui donne valeur absolue de t, bien sûr, mais qui, dans ce cas-là, fait bien t, parce que t est compris entre racine de 2 et racine de 3, donc il est bien positif, ok, c'est bon. Et vous voyez qu'on a une forme de grand I qui n'est pas parfaite, mais qui tout de même va nous permettre de finir le calcul. Alors il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Il faut sans doute commencer par une intégration par partie, dériver log de 1 plus t, donc il reste du travail. Mais la grosse difficulté de la racine carrée, elle est résolue. Dernière remarque, vous voyez qu'à cet endroit-là, quand on a choisi la borne racine de 2, en fait ce qu'on voulait c'était un nombre qui, quand on le met au carré, donne 2. Mais des nombres qui vérifient ça, il n'y a pas que racine de 2. Il y a aussi moins racine de 2, il convient tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais on choisit comme borne moins racine de 2? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a aucun problème. On peut parfaitement choisir aussi cette borne. Ça nous donne une égalité tout à fait vraie. En fait, toutes ces intégrales sont égales entre elles. Allez, maintenant, à vous de jouer. Voici une intégrale. On est un peu dans le cas de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a envie de poser u est égal à exponentielle de s comme changement de variable, mais cette fois-ci, on ne va pas du tout le faire avec un changement de variable à l'endroit où il faut faire apparaître quelque chose, on va le faire à l'envers. Et quand on le fait à l'envers, l'idée c'est de dire que ce serait tellement bien que cette variable s, ça soit un logarithme. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allez, voici la correction, ça donne ça. Après simplification, on obtient cette intégrale-là. Alors pour les curieux qui voudraient savoir comment terminer le calcul, là c'est pas fini, il faudrait faire une décomposition en éléments simples, mais ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit qu'il y avait un problème à poser s est égal à log de t à cause de ce moins 1 là qui est un nombre strictement négatif. Mais en fait, si vous dites ça, vous êtes en train de confondre ensemble de départ et ensemble d'arrivée. Le logarithme, il est défini sur R plus étoile, mais si maintenant vous regardez l'ensemble des valeurs qu'il prend, eh bien il prend absolument toutes les valeurs réelles. Donc n'importe quel réel S peut parfaitement être mis sous la forme d'un logarithme, et notamment moins 1. Moins 1, il est égal au logarithme d'exponentielle de moins 1, tout simplement, et c'est ça qu'on a fait dans le calcul. Nouvel exercice, on va regarder cette intégrale-là, l'intégrale entre 0 et 1 de racine de 1 moins S2 ds. C'est un grand classique, mais c'est un classique difficile au sens où quand on ne connaît pas, on peut bloquer un bon moment avant de trouver ce qu'il faut faire pour faire le calcul. Mais je vais vous le dire, en fait, c'est un changement de variable assez astucieux qui est s est égal à cos de t. Il a bien du sens ce changement de variable, puisque s est un nombre entre 0 et 1, donc on peut bien dire que c'est le cosinus de quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi ce changement de variable est particulièrement malin. Mettez pause dans la vidéo, faites-le et on corrige juste après. Alors voilà ce que ça donne. On fait le changement de variable, on fait la substitution. Il y a la question des bornes pour laquelle en fait ce qu'il faut c'est trouver des angles tels que quand on leur applique le cosinus, ça nous donne 0 et 1. Alors pour 0 on peut prendre pi sur 2, pour 1 on peut prendre 0, on aurait pu choisir d'autres valeurs. Mais bon on va choisir celle-ci et ça nous donne nos bornes. Dans le corps de l'intégrale, on va donc profiter de notre changement de variable. Qu'est-ce qui fait qu'il était si malin? C'est que maintenant on obtient racine de 1 moins cos carré, c'est-à-dire racine de sinus carré. Et là, ça simplifie en, attention, valeur absolue de sinus de t. Alors ici, on va pouvoir dire que c'est sinus de t puisqu'on s'est placé entre 0 et pi sur 2. Et sur cet intervalle-là, la fonction sinus, elle est bien positive. Mais vous voyez que si jamais on avait choisi d'autres bornes, ça ne se serait pas forcément passé comme ça. Donc dans le choix des bornes, quand on fait un changement de variable à l'envers, il y a des choix qui sont juste plus pratiques que d'autres. Bon, cela dit, donc dans l'intégrale, on va faire cette simplification. On a le signe moins, on a aussi l'interversion des bornes qui sort un autre signe moins, et donc ça nous donne cette intégrale-là. C'est gagné puisque là, ce qu'il faut faire, c'est linéariser le sinus carré. On peut faire le calcul et on trouve pi sur 4. Alors, petite parenthèse géométrique, ce pi sur 4, en fait, on aurait pu l'anticiper
Parce que le graphe de la fonction 1 moins s carré, c'est en fait le graphe d'un demi-cercle, et là le graphe d'un quart de cercle, parce qu'on s'est placé entre 0 et 1. C'est une histoire d'équation de cercle, si jamais vous ne voyez pas pourquoi c'est vrai, je vous laisse y réfléchir. Donc en fait, l'intégrale qu'on est en train de calculer depuis le début, c'est cette aire-là, c'est-à-dire l'aire d'un quart de cercle. Donc pour la calculer, on prend l'aire du disque unité en entier, pi, divisé par 4, pi sur 4.